Bonjour à tous. Suite à notre dernier épisode du podcast qui était intitulé « Ce que le ressentiment nous a pris », un des commentateurs nous a suggéré de parler de l'altruisme pour cet épisode. Et comme nous sommes bon public, nous avons dit oui, nous avons dit que nous allions parler d'altruisme. Et nous allons parler d'altruisme dans un contexte assez particulier qui est celui de la mort de l'essayiste Charlie Kirk. Alors je le présente comme un essayiste, je sais que c'est absolument pas habituel, c'est-à-dire que vous avez probablement entendu partout à la radio qu'il était militant, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit un certain nombre d'essais, c'est pour ça que je le présente comme un essayiste. C'est quelqu'un qui a fait des conférences et qui a eu un rôle en fait beaucoup plus large que celui d'un simple militant. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu chagrinant de le résumer à une simple étiquette de militant. Militant d'extrême droite, s'il te plaît. Bon. Oui, militant d'extrême droite, je précise, tu as raison. Sachant au passage, encore une fois, deuxième chose qui moi m'a choqué, mais je pense qu'en France ça choque plus personne, c'est qu'on l'a jamais quasiment présenté comme un républicain, mais comme quelqu'un d'extrême droite. Alors que pour les Américains, c'est quelqu'un qui est encarté chez les républicains en fait. Je présume que l'étiquette républicain est moins quelque part infamante que celle de l'extrême droite, donc probablement que c'est ça qui s'est produit. Tout ça pour dire, donc vous avez vu peut-être cette séquence virale et assez traumatisante de son décès d'une balle dans le cou en plein pendant un débat qui portait précisément sur le sujet des armes à feu. Je ne vous refais pas la suite de ce qui s'est déroulé. Il y a eu une traque d'une 30aine d'heures pour retrouver l'auteur du tir, qui se trouve être un jeune homme plutôt encarté chez les démocrate, donc à gauche, qui a 22 ans et qui se revendiquait, si j'ai bien compris, proche des Antifa. Voilà. En tout cas, alors on nous enregistre. Il y a eu beaucoup d'émoi, on va dire, dans la sphère américaine et jusque chez nous en France. On s'est dit que c'était un sujet qui était intéressant parce que quelque part, il se rattachait aussi à une réflexion qu'on avait entamée la dernière fois sur la violence en politique, et c'est une illustration parfaite de ça, et donc notamment des méthodes que une certaine gauche peut vouloir utiliser pour mettre en place une violence politique pour obtenir un ascendant politique. Voilà, Radu Stonescu, je te laisse embrayer sur la suite. Non, mais tout d'abord, bonjour Moss, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Donc voilà, comme nous l'avons dit, nous allons faire un podcast toutes les 2 semaines sur des sujets philosophiques, sur des sujets d'actualité, de l'actualité vue par un certain prisme philosophique, en lien bien sûr avec nos livres, en lien avec nos positions philosophiques, religieuses et politiques. Nous avons donc décidé d'instaurer ce rendez-vous bimensuel pour vous donner aussi des nouvelles de la maison d'édition et des livres. Donc je suis heureux de vous annoncer que j'ai fini la traduction du Visage de Dieu de Scruton. Donc un des livres est achevé et je suis plongé dans le deuxième, c'est-à-dire dans Le désir sexuel, une enquête philosophique, qui est très ardu, et je suis prêt de le finir aussi, c'est-à-dire qu'il me reste quelques chapitres, mais voilà, pour les annonces. Donc pour ceux qui étaient sur les campagnes Tipeee, ils ne sortiront vraisemblablement que fin octobre. Il y a aussi une raison supplémentaire à ce délai, raison que nous vous dévoilerons en temps utile. Ce n'est pas simplement du fait que le travail est long et ardu, mais il y a aussi une raison administrative. Voilà. Mais chaque chose en son temps. Voilà pour les nouvelles. Et aussi, grande nouvelle, avant de plonger dans la discussion à propos de Charlie Kirk et de l'altruisme et de l'empathie, nous avons acquis les droits d'un autre titre de Thomas Sowell. Je suis très fier de cela, d'un titre qui s'appelle Discrimination et disparité, Discrimination and Disparities en original. Bon, c'est un livre de 2018, un peu plus épais que Illusion de la justice sociale, mais qui a eu un grand retentissement outre-Atlantique, comme la plupart des livres de Sowell d'ailleurs. Et donc, nous vous informerons progressivement de l'éventuelle sortie de ce titre, et je pense que nous ferons une campagne à Noël, autour de Noël, pour ce livre-là.
Voilà pour les annonces. Maintenant, la violence en politique et l'empathie. Oui, je suis très chagriné, à titre personnel, de la disparition de Charlie Kirk, que je n'ai pas suivi plus que ça. Je pense que toi, Amos, tu le suivais plus assidûment. En tout cas, j'ai une grande admiration pour son travail socratique, en fait, pour ce travail face à face, dialogique, cet aspect assez chevaleresque d'ailleurs de relever les gants et aussi, bien sûr, de provoquer, de dire écoutez, voilà, discutons de nos idées. Prouvez-moi que j'ai tort, je vous réponds, etc. Je trouve que ça, c'est un signe de civilisation. Je trouve que c'est important de souligner que à partir du moment où l'on discute, et ça c'est aussi une façon de répondre à quelqu'un qui nous a mis des commentaires un peu décourageants sous notre premier podcast, en nous expliquant que ça ne servait à rien de faire ce que nous faisions. Discuter, c'est présenter des raisons pour lesquelles on fait certaines choses et bien sûr confronter des points de vue et échanger à ce sujet. Et ça, c'est le signe de la civilisation, d'accord ? C'est-à-dire que si on croit que l'homme est libre, concrètement, cela veut dire que l'homme, bien sûr, ne fait pas des choses totalement aléatoires. La liberté ne veut pas dire que tu es random, quoi, que tu joues ta vie au dé. Ça veut dire que tu es capable de t'orienter d'après des motifs, des raisons dont tu discutes, dont tu délibères, peut-être dans ton fort intérieur, mais en tout cas aussi des choses dont tu délibères avec les autres personnes qui ont des motifs de faire certaines choses ou de ne pas le faire. Bref, la discussion, le fameux débat, comme on dit en France, il faut faire des débats sur des tas de choses. Bon, même si c'est devenu un peu caricatural, ça partait de la tradition du débat. Elle est fondamentale pour une société libre, normalement, parce que les individus libres se déterminent à faire certaines choses parce qu'ils ont de bonnes raisons dont ils ont discuté ensemble. Voilà, ça c'est en résumé l'action politique, agir politiquement. C'est parce qu'on a discuté de ça et on a tranché justement et mais après avoir en préalable échangé sur les motifs de faire ou de ne pas faire telle chose. Donc avant tout, je trouve que c'est extrêmement triste qu'un défenseur effectivement très actif de cette façon de faire d'une méthodologie socratique est disparu du paysage politique, sans parler du contenu éventuellement de ces prises de position. Mais la méthode était déjà une ode en fait à la civilisation. Quelqu'un qui veut discuter, c'est avant tout quelqu'un qui ne vous contraint pas à faire des choses. Il vous expose les motifs pour lesquels il serait bon de faire telle chose, et il parie en fait sur votre raison, sur votre étincelle justement divine en vous, en fait, pour saisir qu'il y a de bonnes raisons d'aller dans telle direction ou de ne pas aller dans telle direction, d'accord ? C'est totalement différent que d'essayer de prendre une matraque et de dire à quelqu'un « tu me suis, sinon tu crèves », d'accord ? Présenter des raisons à quelqu'un, c'est avant tout un témoignage de respect. Et je pense que Charlie Kirk, de par la manière dont il est intervenu dans le débat public, était véritablement un défenseur de la civilisation contre la barbarie. La barbarie, c'est justement vouloir contraindre les gens à faire certaines choses et sans leur donner le droit de répondre et sans surtout leur exposer des raisons de faire telle chose. Le despotisme, c'est tu marches ou tu crèves, voilà, c'est ça le despotisme, d'accord ? Dans une société civilisée, ce n'est pas parce... Bien sûr qu'il existe une forme d'autorité, mais justement, la différence entre l'autorité et le despotisme, c'est que l'autorité expose des raisons et l'autorité montre que notre propre bien va être atteint aussi en suivant ces raisons-là, en fait, d'accord ? Donc, je trouve que c'est important de distinguer l'autorité du despotisme, pour dire très vite. La dictature se distingue de la tyrannie par le fait que... Enfin, la dictature et la tyrannie se distinguent d'une autorité politique légitime de par le fait qu'une autorité politique légitime, elle expose des raisons, elle se justifie par des raisons donc qui font appel à la raison en chacun de nous. Voilà.
Oui, d'ailleurs, moi, on peut peut-être en parler aussi, mais moi, une des choses qui m'a peut-être le plus frappé, c'était dans les réactions. Il y a eu tout un tas de réactions qui ont essayé de mettre sur le même plan les propos et donc le contenu de ce qui était discuté par Charlie Kirk avec les actes, et quelque part de dire que finalement, je fais très grossièrement, mais on pourra citer peut-être plus tard des exemples précis, mais il y a des gens qui en sont arrivés à faire des espèces de remarques du type « Ah, il trouvait que ce n'était pas si mal que les gens aient des armes à feu, c'est donc qu'il méritait de mourir de exactement ces armes à feu. » Sachant que c'est pas du tout la même chose. Enfin, on est en train de mettre d'un côté une opinion sur... qui a un propos, en fait. On peut pas équilibrer un propos avec un acte, en fait. Et c'est précisément là où il y a effectivement cette histoire de barbarie. C'est que ce qui est barbare dans l'acte qui a été commis, c'est précisément que c'est un acte qui n'est pas une réponse argumentée. En fait, c'est pas quelqu'un qui est dans un jeu du débat. On n'est pas là-dedans. C'est je n'ai pas envie de t'entendre, tu ne mérites pas de parler, et puisque je n'ai pas de bons arguments à t'opposer, tout simplement, je mets un terme à ta vie, en fait. C'est ça le parti pris de la personne qui a commis cet acte. Nous n'avançons pas, on ne sait pas encore trop les motivations du tueur, si j'ai bien compris. À l'heure où nous vous enregistrons ce podcast, il me semble que le tueur présumé ne s'est pas exprimé sur ses mobiles, etc. Donc, mais il est évident, oui, que réduire au silence une figure publique n'est pas anodin. Ça demande, bien sûr, une enquête pour ses motivations. Et bien sûr, c'est paradoxal, parce que si quelqu'un qui ne fait que parler, en quelque sorte, tu pourrais dire, je n'ai qu'à ne pas l'écouter, et tant pis. Mais c'est-à-dire que on peut faire plusieurs hypothèses. Quelqu'un qui devient violent parce que vous lui dites quelque chose, bien sûr, pas une insulte, mais vraiment quand vous débattez d'idées, d'accord, si vous débattez d'idées et la personne s'énerve et souhaite vous bâillonner, voire pire, ça veut dire que vos arguments, en quelque sorte, la touchent d'une certaine façon et qu'elle souhaite tout simplement se boucher les oreilles. Et comme malheureusement, on le sait, les oreilles n'ont pas de paupières, les oreilles ne peuvent pas se fermer d'elles-mêmes, la façon de fermer les oreilles, c'est d'éteindre la parole qui s'adresse à vous. Donc, c'est une façon de s'enfermer dans son ignorance, bien sûr. Alors bien sûr, on peut faire des analyses psychologiques sur la volonté de rester dans l'ignorance, la volonté de ne pas entendre telle chose. Je pense qu'il y a eu plein d'acrobaties sur ce fait que, voilà, les gens ont dit très vite, voilà, c'était un promoteur de haine. On a en France des gens qui ont sorti des histoires. Enfin, c'était toujours un militant d'extrême droite. Bon, en France, ce sont tout ce qui n'est pas l'extrême centre, c'est de l'extrême droite. Donc bon, voire même l'extrême gauche, en fait. Bon, et c'est devenu une façon, comment dire, attends, j'ai perdu le fil. Faire comme c'était quelqu'un de soi-disant d'extrême droite. Voilà, il propageait la haine. Il fallait le réduire au silence. Parce que, c'est ce fameux Sophie. Bon, forcément, si on considère que quelqu'un est fasciste, le fascisme, dans le langage politique actuel, et même historiquement, le fascisme, tu ne discutes pas avec le fascisme, tu le combats, en fait. Donc forcément, si quelqu'un est fasciste, tu ne discutes pas avec un fasciste, tu dois tout simplement l'éliminer. Donc mettre une étiquette de fasciste sur quelqu'un, c'est mettre une cible sur quelqu'un. C'est devenu ça de nos jours, en fait. Mais là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être un raisonnement derrière les gens qui ont excusé ce crime horrible, c'est de dire, en fait, cette personne faisait du mal parce qu'elle embrigadait des jeunes gens par son discours dans des mouvements politiques qui allaient ou qui causeraient du mal. En fait, je pense que c'est comme ça que j'essaie de reconstruire la position intellectuelle des personnes qui pourraient s'être réjouies de ce meurtre. C'est du style, il contribuait à l'émergence, je ne sais pas, d'un régime autoritaire fasciste aux États-Unis. Donc,
c'est prophylactique que de le réduire au silence. Et donc, je ne sais pas si est-ce que tu es d'accord avec cette reconstruction? Oui, non, mais de toute façon, enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris en lisant les propos des gens. En plus, le plus fantastique dans ce genre de situation, c'est que je pense que l'immense majorité des gens qui se sont saisis de la situation pour dire quelque part, il l'a bien cherché, le connaissaient peut-être même pas il y a une semaine et ont découvert son existence à l'occasion de son décès. Donc je pense qu'il y a ça. Au passage, j'en profite parce que j'ai trouvé que c'était une des réactions peut-être les plus intéressantes que j'ai vues côté américain. Il y a un certain Bernie Sanders, que peut-être nos auditeurs connaissent ne serait-ce que de nom, qui est l'équivalent en fait de Jean-Luc Mélenchon côté américain, hein. Grosso modo, c'est ça. Profil, il doit avoir 80 ans. Il est plus à gauche que en fait le camp de la gauche Obama. Il considérait que Obama n'était pas assez à gauche en fait. Donc alors peut-être que pour nos standards français, ça serait plutôt une sorte de socialisme plus, peut-être pas un communiste, mais enfin, il se rapproche quand même un petit peu de la figure, moi je dirais, d'un Jean-Luc Mélenchon. Et lui a fait une vidéo de 4-5 minutes pour expliquer qu'il fallait absolument distinguer le contenu des propos qui avaient peut-être pu choquer des gens et qui étaient tenus par Charlie Kirk, de la méthode d'action, et pour condamner en fait la méthode d'action. Voilà. Donc il est pas allé jusqu'à lui titrer des lauriers, mais enfin il s'inscrivait complètement à rebours de toute la tendance française qui consistait à dire il est d'extrême droite, donc en fait c'était bien cherché et c'était justifié et tout ça. En plus parce que en fait lui, de son point de vue d'américain, le considère pas spécialement comme étant d'extrême droite. En fait il y a des figures dans la politique américaine qui sont beaucoup plus à droite que Charlie Kirk en fait. Alors je sais que ça choque beaucoup les Français, mais il y a un décalage qui est énorme en fait. Donc quand on plaque nos analyses, nos grilles de lecture franco-françaises en disant Charlie Kirk c'est l'extrême droite, etc., en fait, pour les Américains, c'est l'équivalent d'un type qui serait au Figaro et qui aurait une position tout à fait, en fait, mainstream pour la droite républicaine, plus ou moins pro-Trump, quoi. Bah, en tout cas, bon, Bernie Sanders, au moins, sauve peut-être la face d'une certaine gauche américaine. Mais ce qui est intéressant, on revient sur ces motivations et en tout cas sur cette joie mauvaise que peut-être un certain nombre de personnes qui ont découvert l'existence de Charlie Kirk lors de son décès. Cette joie mauvaise, eh bien, elle s'explique parce que elle s'explique et elle est criminelle, et c'est une des bases du ressentiment. D'ailleurs, le Schadenfreude, c'est vraiment un des traits du ressentiment dont on parlait la dernière fois. Et puis, il y a, comment dire, il y a aussi, à mon avis, comme chaînon, c'est que quand quelqu'un, et ça je pense que c'est valable pour le déclin du débat en France, tu sais, le fameux truc, on ne peut pas dire ça, en fait, d'accord ? Moi, c'est quelque chose qui me frappe depuis un certain nombre d'années, c'est la mort de l'intelligence en France, c'est que, en fait, tout est vu sous le prisme de l'influence sur des esprits qui ne pourraient pas filtrer ce qu'on leur dit, en fait, d'accord ? Moi, c'est ça qui me choque. En fait, quand quelqu'un de gauche dit Charlie Kirk, quelque part, l'a bien cherché parce qu'en disant ce qu'il disait, il influençait des gens dans une mauvaise direction. Et donc, il fallait en quelque sorte sauver ces gens de cette mauvaise influence en éliminant l'émetteur de ces mauvaises idées. Tu vois, le chaînon qui disparaît, c'est la liberté de ceux qui écoutent Charlie Kirk, d'accord ? En fait, il y a un chaînon qui disparaît. Le gars de gauche se pose en sauveur de ces pauvres âmes, d'accord, qui n'auraient pas eu de filtre par rapport à ce que dit Charlie Kirk, et qu'il fallait absolument quelque part protéger mécaniquement en éliminant cette source de mauvaises ondes, d'accord ? Mais je crois que dans la tête d'un certain nombre de gens de gauche, justement, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas la liberté concrète des individus, il
il y a cette condescendance absolue vis-à-vis des gens, en fait, tout simplement, et en pensant qu'il faut absolument les protéger de certaines idées, en fait. S'il n'y a plus de débat en France, à vrai dire, si on ne discute pas avec l'extrême droite, si on a tous cette omerta de façon globale et qui fait que tout ce qui se passe généralement dans les débats télévisés n'est pas intéressant, etc., c'est que beaucoup de propos sont, non seulement que maintenant ils tombent sous le coup de la loi comme des incitations à machin truc, ça je renvoie à un livre de Philippe Nemo qui a déjà plus d'une dizaine d'années qui s'appelle Le déclin intellectuel de la France, qui traite de ces sujets-là. Mais je crois que ce qui est implicite dans la façon de voir les idées chez un certain nombre de gens de gauche, c'est qu'ils voient les idées uniquement comme de la propagande que l'on verse dans la tête des gens sans filtre et que donc il faut les protéger d'une contre-propagande. D'accord ? Il n'y a pas de liberté concrète de tout le monde. En fait, tout le monde ne peut pas filtrer les idées et écouter Charlie Kirk et écouter ensuite Bernie Sanders et écouter peut-être Jean. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que, en tout cas, l'une des différences entre une certaine gauche et la droite, c'est que voilà, là, il y a un mépris de la liberté concrète et de l'intelligence des personnes moyennes. On considère que non, il faut les gens, voilà, le peuple ne doit surtout pas entendre certaines choses parce que alors là, parce que le peuple est bête. Et si jamais il entend certains trucs, là il devient fou, il peut pas les filtrer, il peut pas peser le pour et le contre, et il réfléchit pas, tu vois. Et ça, je pense que c'est une constante de l'attitude, d'une certaine attitude de gauche qui bien sûr, ça flatte aussi son ego de se positionner comme un sauveur. Alors peut-être pas de l'âme de ces gens-là, mais en tout cas de leur opinion politique. Alors ils sauvent les gens des mauvaises opinions politiques en faisant véritablement comme une sorte de cocon, un safe space, en éliminant toute influence délétère. Tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que la gauche justement est devenue inquisitoriale aujourd'hui. Elle fait un véritable travail d'inquisition, c'est-à-dire que telle opinion, comme que le considérait l'Inquisition espagnole, et encore, faudrait faire des précisions historiques, mais en tout cas, bref, telle opinion, littéralement, ne peut pas être exprimée parce que cette hérésie-là va finir par corrompre l'âme du bon votant, du bon électeur, et il faut absolument donc éliminer les hérétiques parce que l'hérésie se propage, et si l'hérésie se propage, c'est le chaos dans le royaume de France. Voilà. Oui, ce qui est drôle, c'est que ça existe dans les deux sens, en fait. Moi, j'ai eu pas mal de gens, quand je critique certains des discours communistes, et en particulier marxistes, qui m'ont dit « Ah, mais tu ne peux pas vraiment avoir lu Marx, parce que si tu l'avais lu, je n'ai pas le verbatim de ce post, mais je vous promets que l'histoire et l'esprit est absolument authentique et respecté. Si tu avais vraiment lu Marx, tu ne pourrais pas le critiquer. Et je me suis dit, comment ça ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est une sorte de nouvelle Bible, tu le lis, tu tombes à genoux, comment ça fonctionne en fait ? Ouais, mais ça c'est... Et ce que je veux dire par là, c'est que ça rejoint un petit peu en fait, je crois que la plupart des esprits, peut-être spécialement les intellectuels parisiens, en fait, ont l'impression qu'ils détiennent une sorte de kryptonite qui ne peut pas être filtrée par le cerveau, qui ne peut pas être mise en concurrence avec d'autres opinions, et que les gens ne sont globalement pas capables de se faire un avis libre et éclairé, en fait. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'à partir du moment où on postule ça, derrière, il y a tout un tas de problématiques à la fois de propagande, mais il y a aussi tout en fait, quelque part, on présuppose que c'est à une autorité supérieure, à savoir l'État, de faire le travail de filtrer, d'arriver à un consensus sur un sujet et d'imposer à la matraque le consensus. Et c'est un sujet qui n'est pas spécialement neuf. Je veux dire, honnêtement, rappelons-nous qu'il y a 4 ou 5 ans, il nous est arrivé une certaine épidémie pendant laquelle, justement, on a passé
je ne sais pas combien de centaines d'heures à la télé à marteler que quelque chose était un consensus scientifique et qu'il était donc absolument impossible de le nuancer ou de le discuter. Et c'est le cas sur beaucoup de sujets. En fait, il y a beaucoup de sujets dans la vie politique française aujourd'hui. Je pense par exemple, il y a des sujets d'économie qui sont appliqués sur la base du consensus. Ah mais le consensus, c'est qu'il faut taxer plus, donc on va faire une loi Zuckman machin, parce que les économistes disent que. On a la même chose côté écologie. On a des gens qui nous disent ah mais la planète est en train de se réchauffer à toute vitesse, beaucoup plus vite que prévu, donc il faut faire. Et là ils insèrent quelque chose qui en fait n'a souvent pas grand chose à voir avec le problème d'origine. Et en fait c'est devenu une sorte de boîte à outils d'utiliser soit des consensus, soit du filtrage. Là, dernièrement, tu as peut-être vu passer aussi cette polémique, on a la même chose sur, par exemple, les réseaux sociaux. On considère que les réseaux sociaux doivent être filtrés, comme si les gens n'étaient pas capables de sélectionner d'eux-mêmes, en fait, les contenus intéressants. Oui, ça fait partie du développement de l'état servile dont parlait Belloc, c'est cet aspect de minorité globale des individus qui doivent être sans cesse réprimandés, protégés par des experts, par un état nounou, par des tas d'instances pseudo-maternelles, parce que les gens ne peuvent pas se faire une opinion tout seuls, ils ne sont pas assez grands, même s'ils sont légalement majeurs. Il faut toujours leur mettre des couches et les traiter comme des incapables. Et ça, c'est véritablement la conséquence du manque de foi dans la liberté fondamentale de chacun. C'est quand même... et c'est ça ce qui rend, à mon avis, un certain discours de gauche odieux et absolument... et contre-productif, parce que justement, à la fin, si la gauche devait faire une autocritique et comprendre pourquoi elle a perdu le soutien populaire, c'est peut-être, à mon avis, une des raisons pour laquelle elle l'a perdu. C'est à cause de ce mépris, en fait, vis-à-vis des gens modestes, en fait, et de l'intelligence de chacun. Mais là, on est en train un petit peu de s'éloigner du sujet, mais je crois que, voilà... Toi, tu voulais parler d'empathie, mais je pense que cette histoire, en tout cas, de joie mauvaise qui s'est manifestée à la mort de ce jeune homme quand même de 31 ans, père de famille, c'est cette joie mauvaise qui s'est manifestée là, qui donc était le résultat d'un raisonnement inconscient qui considère dire on a éliminé un émetteur de mauvaises idées. Et ces mauvaises et comme cela, on a sauvé des âmes. En fait, littéralement, il y a des bonnes âmes qui ne seront plus exposées à ces mauvaises idées. Et donc, heureusement, en quelque sorte, que quelqu'un a éteint cet émetteur parce que cela répandait la haine ou que sais-je. Bon, donc voilà. Je pense que les personnes qui ont reçu de la joie mauvaise doivent vraiment se demander en quelle mesure elles croient vraiment à la liberté de chacun de décider en âme et conscience de ce qu'il fait, à la distinction entre tout simplement écouter et se laisser entraîner par un discours. C'est pas la même chose. On peut écouter l'échange intellectuel, et ça fait partie. Notre podcast s'inscrit là-dedans. Si je pense que c'est utile de faire ce que l'on fait, c'est parce que avoir un son de cloche, même si les gens ne sont pas d'accord avec nous, là je réponds à quelqu'un qui nous écrivait en commentaire que de toute façon c'est inutile ce qu'on fait parce que de toute façon on ne prêche que des convaincus. Non, on ne prêche pas que des convaincus. Il y a des tas de gens qui ont des tas d'opinions, des opinions plus ou moins fermes, plus ou moins bien enracinées, plus ou moins établies. Moi je ne détiens pas non plus la lumière définitive sur tous les sujets. Je donne quelques éléments qui peuvent peut-être armer certaines personnes. On essaye de faire cela avec les livres des grands auteurs que nous traduisons aussi. Mais bref, ça fait partie des choses dont chacun peut se saisir. Et puis, il y a des tas de gens qui ont des opinions indécises, en fait. D'accord ? Il n'y a pas que... Je suis sûr que... Voilà, si on a une certaine liberté, on n'est pas tous fanatisés, d'accord ? Et encore tous ceux qui suivent les pas du stream, les pas du ring, les crises, etc.,
il y a sûrement une frange fanatisée et il y a sûrement des tas de gens comme vous et moi qui ont des opinions fluctuantes, qui les écoutent une fois pendant 20 minutes, qui peuvent peut-être passer à écouter ce podcast, etc. Donc, et qui se feront une opinion peut-être et qui voudront, d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont écrit mais pourquoi ça serait chouette que vous débattiez directement avec Pas du String, etc. Oui, écoutez, nous on attend que ça en fait, si ça serait pas mal. Mais bon, voilà, en tout cas il ne faut pas. On n'est pas dans la propagande et ni dans le fait de déterminer absolument ceux qui nous écoutent à faire certaines choses. C'est pas comme ça que ça marche, l'action humaine. On expose nos opinions, on les argumente, c'est ça aussi. Et si ça rejoint les arguments, si ça rejoint les motivations de certains de nos auditeurs, nos arguments les renforceront. Si ça les rejoint pas, tant pis. Mais nous, on aura fait ce qu'on aura pu. On peut pas faire, je souligne qu'on ne peut pas faire plus si on veut être civilisé, d'accord ? On ne peut pas faire plus si on veut être civilisé que d'exposer des raisons, des arguments, etc. Sinon, à part mettre des CRS et des tanks pour obliger les gens à faire certaines choses, dans une situation civilisée, on ne peut pas faire plus que d'exposer des opinions. Point. Oui, il y a un autre aspect, moi, que je trouve intéressant, c'est aussi, quelque part, en lien avec ce qu'on a dit sur la propagande, etc., en fait, les avis des gens se forment pas ex nihilo. Ils ont quand même des expériences vécues. Si, par exemple, nous, ce qu'on raconte n'a absolument rien à voir avec ce que les gens expérimentent dans la vraie vie, il est vraisemblable que les gens aient tendance à dire, bon, il raconte un peu n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je vois dans ma vraie vie, ça explique rien de mon quotidien, rien de mes problèmes, je lui fais pas spécialement confiance, je suis pas d'accord avec lui. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie justement de ce qui est intéressant dans ce genre de débat, c'est de confronter des gens qui peuvent peut-être avoir saisi des facettes différentes de notre vécu, de la vie de tous les jours, en fait, de notre vécu, de nos expériences du monde, etc. Quand on supprime un petit peu froidement et de manière un peu brutale une partie des facettes explicatives, en fait on se prive d'une certaine lumière qui pourrait éclairer certaines de nos observations. Et je veux dire, par exemple, je prends le cas pas du team, là, puisque tu as cité eux. Techniquement, pourquoi il y a des gens qui les écoutent ? Parce qu'en fait, une partie de ce qu'ils disent se recouvre et est cohérent avec leurs observations, par exemple, qu'ils ont le sentiment que malgré une certaine quantité d'efforts, ils ne sont pas récompensés, peut-être. Ça peut être une raison. Il peut y avoir des tas de raisons, en fait, et on va pas aller chercher la psychologie de chacun pour comprendre pour quelle raison. Mais quelque part, c'est à nous, en fait, de ramasser le gant et de dire « Ah, vous pensez qu'il y a tel problème ?» Je donne par exemple cet exemple de la récompense, parce que j'ai encore vu passer, il n'y a pas très longtemps, une vidéo qui, soi-disant, parlait du mérite individuel comme étant une illusion, etc. Nos efforts ne sont pas récompensés, tout héritage, machin. Bon, moi, je ramasse le gant, je dis « Ok, vous pensez que tout est héritage, je vais aller chercher soit des statistiques, soit des contre-exemples. Je vais vous montrer où est-ce que vous avez péché dans votre manière de présenter l'argumentaire, et je vais vous proposer un meilleur argument, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance collectivement, que ce soit les gens de gauche, les gens de droite, etc. C'est même pas ça qui compte le plus, je pense. Oui, pour abonder dans ton sens, il y a quand même une chose fondamentale. Pour revenir sur cette histoire de communistes, la PADU stream, l'équipe PADU, on va dire comme ça, essayer de capitaliser sur une interprétation fausse de ce que vivent un certain nombre de leurs auditeurs, c'est-à-dire l'expérience d'être spoliés d'une partie de leur plus-value. Si tu avais fait un travail sur cette histoire, je rappelle que, en fait, ce sur quoi ils essaient de capitaliser, c'est que toute la frustration quotidienne d'un certain nombre de gens qui les écoutent vient du fait qu'elle est interprétée. C'est pour ça qu'ils les suivent, comme étant la résultante d'un vol, ils se font voler, d'accord ? Ça, c'est une partie de la plus-value par les méchants capitalistes, d'accord ? C'est quand même ça. Et en fait, et ça, c'est vraiment faux, en fait, d'accord ? C'est faux, on le sait depuis 150 ans, la théorie de la valeur travail est fausse. Bon, d'accord ? Et ça serait bien que des gens qui écoutent
pas dû, ils écoutent aussi notre son de cloche, qu'ils aillent voir les explications et les analyses, que la théorie de la valeur travail, voilà, elle est fausse. Et ils s'y accrochent ils s'y accrochent subjectivement, uniquement parce que elle leur donne l'impression, non pas qu'ils ont pas assez de compétences pour gagner assez d'argent, mais ils ont l'impression qu'ils sont des victimes. Et donc, ça rehausse leur statut, mais de façon illusoire, parce qu'ils restent des victimes. Au lieu de faire ce que me dit Thomas Sowell, au lieu de développer des compétences qui sont mieux payées, point barre, en fait, c'est tout. Ou alors de se battre pour que l'État leur vole pas 50% de ce qu'ils produisent, ça serait pas mal aussi, par exemple. Non, ils croient que leur situation s'améliorera quand ils feront le chaos et la révolution grâce à Padu et Mélenchon. C'est ça ce qui se passe, d'accord ? Mais tout ça part d'une idée, d'accord ? C'est d'une idée qui est claquée sur un vécu, une idée qui est fausse. L'idée de l'exploitation, l'idée de la valeur travail. Tout ça, ça a été démonté, tu l'as démonté, c'est démonté par les économistes sérieux, mais voilà, Padu et Chris mentent, tout simplement, et font l'impasse sur 150 ans, même plus maintenant, quasiment, 250 ans, 150 ans d'histoire intellectuelle, depuis l'école autrichienne, en fait, d'économie, point. Ils font l'impasse sur ça pour, pour nous refaire du Georges Sorel, c'est-à-dire le mythe de la grève générale, le mythe de il se passera un truc, ils canalisent une frustration, ils entretiennent une frustration. Et avec l'interprétation de la vie de ceux qui les suivent, en expliquant qu'ils sont des victimes des méchants capitalistes qui leur volent une partie de la plus-value, ils entretiennent la frustration pour des fins pas très glorieuses. Voilà. Donc c'est ça. Tu voulais reparler peut-être d'empathie, parce que je crois qu'on a encore dévié. Non, mais oui, écoutez, oui, on voulait... ça sera sûrement le sujet de plusieurs échanges. Et d'altruisme aussi, parce que oui, on a intitulé ça altruisme quand même. Hein, donc, alors, oui, donc ça c'est bon, ça va avec. J'ai vu passer malheureusement une des raisons invoquées par ceux qui ont ressenti de la joie mauvaise lors du décès de Charlie Kirk. Une des raisons qu'ils ont invoquées, c'est que Charlie Kirk avait mal parlé de l'empathie. Il avait considéré que l'empathie était quelque chose qu'il fallait combattre, et donc il y a un certain nombre de gens qui se sont offusqués et ont considéré comme étant la déclaration, l'aveu, on l'a pris, l'hérétique, il l'a dit, il est contre l'empathie, que voulez-vous de plus ? Vous pouvez vous imaginer le tribunal d'inquisiteurs, il l'a dit, il aime le diable, il vient de le dire lui-même, il est contre l'empathie, d'accord ? C'est exactement l'équivalent de la sorcière qui a avoué que elle était allée au Shabbat le samedi dernier, tu vois. Donc voilà. Bref, et qu'elle avait enfourché un balai, etc. Et elle avait participé à une réunion dans la forêt. Il l'a dit, il est contre l'empathie. Que voulez-vous de plus ? Est-ce qu'il mérite encore de vivre ? Non. Le bûcher, c'est bien fait. Bon, alors, l'empathie, c'est exactement... Puis aller chercher, toi, le propos qu'il avait tenu. Oui, exact. bon, tout le monde pourra vérifier de nos jours. Je vais pas reconstituer tout le contexte. En tout cas, il a dit qu'il n'aime pas le terme empathie parce que c'est un mot du New Age et que ça faisait beaucoup de mal. Mais bon, je vais pas refaire le discours de Charlie Kirk. Je vais juste repointer d'ailleurs vers un texte dans lequel j'ai pointé dans L'homme du ressentiment, qui est un autre texte fondamental de Max Scheler, qui est la nature, justement, nature et forme de la sympathie. Forme de la sympathie. Voilà, alors sympathie, c'est l'empathie, c'est vraiment une analyse extrêmement profonde, phénoménologique, de l'empathie, de la sympathie, bref, Max Scheler a appelé ça la morale de la sympathie. Et et je l'ai évoqué brièvement à la fin du podcast que nous avons fait il y a 2 semaines. Max Scheler part d'une analyse extrêmement simple. L'empathie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
reprendre sur soi, ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, d'accord? C'est ça en question. Si on analyse ce qui se passe, et là on peut comprendre pourquoi l'empathie peut être quelque chose de mauvais, vous allez comprendre. L'empathie, seule, et ça c'est l'analyse déjà qui a donc 100 ans de Max Scheler, et c'est lui-même revient dans une analyse qui remonte à Thomas d'Aquin ou sinon à Aristote. Enfin bref, l'empathie seule ne peut pas fonder une morale. D'accord. Et Charlie Kirk avait parfaitement raison de dire que l'empathie est un mot dangereux parce que ce n'est pas suffisant de ressentir ce que quelqu'un ressent et pour se motiver à bien faire, d'accord. La morale de l'empathie, elle postule que voilà, vous avez vu quelqu'un souffrir, si vous êtes quelqu'un de bien, vous ressentez la souffrance et vous agissez, d'accord. C'est la base de plein de spots publicitaires pour des ONG qui veulent vous faire payer pour mettre fin à la famine, je ne sais pas sous quelle latitude. Bon, vous voyez très bien le genre de spot. Vous avez un enfant qui, avec le ventre gonflé et qui est en train ou totalement décharné et tout, et on vous dit si vous envoyez des dons à machin truc, cet enfant va vivre, d'accord. C'est typiquement l'application très concrète de la morale de la sympathie ou de l'empathie. Vous voyez une souffrance. On ne vous explique absolument pas comment elle est causée, quel est le contexte, d'où ça vient, quelles sont les décisions prises par les parents, quel est le régime politique de là-dedans. Enfin bref, toute la responsabilité réelle toutes les décisions qui ont fait que cet pauvre enfant est totalement décharné. Mais on vous dit que vous, par une baguette magique, non pas par une baguette magique, par contre, par votre carte bancaire, vous allez mettre fin à cette souffrance qui est rendue visible par les moyens technologiques modernes et qui vous paraît comme ça très très proche. Voilà. C'est le... Et donc, on vous dit, voilà, vous pouvez soulager ça. Et ce modèle-là, si vous voulez, c'est la même chose. Il est appliqué à plein de choses dans notre société. Vous voyez, les sans-papiers souffrent, les réfugiés souffrent. De toute façon, il y a toujours... C'est la même structure, d'accord. C'est la même structure. Vous avez une... J'en ai vu un passer hier sur X, sous un extrait d'un certain Mathieu Slama, alors peut-être certains le connaissent, homme d'extrême gauche, etc., qui nous a fait un superbe il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue en France chaque année. Est-ce que vous trouvez que dans ce contexte, on peut éventuellement traîner des pieds sur une taxe Zuckman? Et alors, juste par simple goût de la provocation, je suis allé me faire le calcul. Je me suis dit, mais attends, mais si on les logeait à l'hôtel, combien ça représenterait ces 2000 enfants? Bon, alors je vous fais la version rapide. La taxe Zuckman qu'il propose, en supposant qu'elle arrive effectivement à résoudre ce problème-là, qui n'est probablement pas le cas, elle lève quelque chose comme 625 fois plus de taxes que ce qui est nécessaire pour loger ces enfants dans un hôtel à l'année. Oui, voilà. Oui. Donc, autant vous dire qu'on s'en fiche. Oui, non, mais c'est pour ça que cette histoire d'empathie est toujours, en fait, est une entourloupe pour faire les poches des gens, en fait, d'accord? Parce que, bon, il y a plusieurs éléments. Tout ça est présenté d'une façon, comment dire, anhistorique, décontextualisée. Vous ne savez pas pourquoi, quelles sont les causes de telle souffrance. Il y a des gens qui sont réfugiés, il y a des gens qui sont réfugiés parce qu'ils fuient eux-mêmes leur propre pays, parce que leur pays d'ailleurs n'est pas spécialement plus dangereux qu'un autre. Enfin, il y a des tas de gens qui se mettent dans des situations où ils souffrent par leur propre décision, hein, d'accord? Donc en fait, il n'y a pas de... La morale de l'empathie. Ça, c'est un peu tabou, en fait. Hein. Souvent, les gens te disent ça ne peut pas venir de soi-même, c'est forcément quelque chose dehors qui a causé que... Exactement. Il y a pas... Non, mais c'est une déresponsabilisation. Il y a une déresponsabilisation. De toute façon, et on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a cette souffrance. Et d'ailleurs, on interdit. C'est devenu même interdit de se demander mais pourquoi
ces gens sont dans cette situation-là, et en quelle mesure peut-être cela ne serait peut-être en partie, en tout cas, de leur propre responsabilité, de leurs mauvaises décisions, de leur manque de sagesse, de prudence, etc. D'accord ? Ah non, il y a une souffrance. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous devrez être empathique et donc agir et faire quelque chose. Alors bien sûr, je passe sur l'analyse que tout cela implique, que bien sûr on est en position de surplomb, que l'on est bien sûr on condescend à aider ces gens-là. C'est ça que ça implique, bien sûr, parce que quand on les prive de liberté, la liberté tout entière est de notre côté, et la souveraineté aussi, puisque voilà, il y a une partie, on se comporte un petit peu comme un Deus ex machina pour aller soulager ces souffrances-là. Et donc, oui, ça c'est la morale de l'empathie. Et Scheller explique très bien. Si vous ne savez pas pourquoi la personne souffre, ben, c'est dangereux, parce que, comme on l'a dit à la fin du podcast la dernière fois, si ça se trouve, les raisons pour lesquelles cette personne souffre ne sont pas du tout des raisons morales, d'accord ? Bon, si la personne souffre, on pourrait dire l'assassin de Charlie Kirk, s'il avait raté son assassinat, il aurait peut-être été triste, d'accord ? Et si vous avez eu de l'empathie pour lui parce qu'il a raté son assassinat, bah, en fait, si vous aviez de l'empathie pour sa souffrance causée... C'est pas très moral, c'est quoi. pas très moral, voilà. C'est-à-dire que sans vous poser la question de la source du sentiment d'autrui, ben, vous ne pouvez pas véritablement décider que votre empathie elle-même est bonne ou mauvaise, d'accord ? C'est ça qui est... Bon, là, je prétends pas avoir refait le raisonnement que Charlie Kirk lui-même avait dans sa tête, mais en tout cas, j'expose des raisonnements très profonds et très établis par Max Scheler notamment, mais pas seulement. En tout cas, la critique de la morale, de l'empathie est très importante pour sauvegarder la liberté, pour sauvegarder la responsabilité, et même pour sauvegarder la morale tout court, justement, parce que ce n'est pas la morale, en fait. C'est ça qui est... éliminer la responsabilité individuelle, se comporter comme un Deus ex machina, un condescendant, et puis... surtout, voilà, donc balayer le propre, enfin, et la décision d'autrui, c'est un manque de respect, d'accord. Ce qu'ont les Américains de rafraîchissant, encore une fois, qui est maintenu un petit peu dans leur société, ben c'est que, oui, les Français disent, ah oui, ils ont manque de solidarité, c'est chacun pour sa gueule. Non, il y a aussi cet aspect, chacun est un petit peu responsable de ce qui lui arrive, et il doit le rester, d'accord. Moi, j'en ai encore eu des discussions récemment avec des gens qui me disent, ah, mais les Américains, ils ont pas de système social, ils ont pas de redistribution comme nous. Ah là là, si tu tombes malade, qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, d'accord, mais là-bas, si tu bosses, si tu es jeune et si tu bosses, et que même si tu as un boulot de serveur, tu peux te faire 4 000, 5 000 $ par mois avec les pourboires. Donc, si tu es quelqu'un qui sait économiser, etc., et si tu es dans la fleur de l'âge, oui, tu peux te faire un pactole en une année, tu peux te faire... Enfin, si tu es travailleur, c'est pas pour rien qu'il existe un American Dream. Pourquoi est-ce que tous ces pauvres... il y a tous les gens... des tas de gens veulent arriver aux États-Unis et travailler comme ils peuvent. Faudrait savoir. Sauf les Français, ils veulent juste une carte vitale, les Français. Bref. Enfin bon, on va pas revenir sur la réalité. Mais en tout cas, c'est la liberté américaine implique bien sûr une certaine responsabilité et implique à la fin de toujours se poser la question que si les gens se retrouvent dans la mouise, on peut vouloir les aider, mais il faut toujours se poser la question, s'ils sont dans la mouise, en quelle mesure c'est pas de leur faute quand même ? En partie, pas peut-être. Ok, il y a des drames, il y a des abus, il y a des tas de choses, mais si on gomme la responsabilité de la personne, on gomme aussi en fait le mérite personnel à aider quelqu'un, d'accord ? En fait, on gomme tout ce qui est la véritable morale et la charité chrétienne. Ça aussi, l'empathie, c'est encore une fois une perversion de la charité chrétienne. La charité chrétienne, je signale que c'est un truc. Tu as de la charité pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Sûrement. La charité, si tu as droit à recevoir l'aumône, tu ne reçois pas l'aumône. C'est un droit et c'est une justice de recevoir telle chose. C'est un dû, d'accord ? Si c'est un dû, ce n'est pas de la charité. Quand tu fais la charité à quelqu'un, quand tu es vraiment généreux, c'est que tu donnes, tu es bienveillant, tu tends l'autre jour avec quelqu'un qui ne le mériterait pas, en fait.
C'est ça la vraie générosité. La vraie générosité, elle est justement est le contraire du mérite. Justement, tu es généreux avec quelqu'un qui ne le mériterait pas. Tu as de la charité envers des personnes qui vraisemblablement se sont comportées d'une façon qui ne mériterait pas en fait ne serait-ce qu'on leur adresse la parole. Mais si toute souffrance est vue comme fondant un droit à obtenir ce qui la soulage, parce que c'est ça la morale de l'empathie. Il y a une souffrance, et cette souffrance fonde un droit à obtenir ce qui me soulage. Et donc l'État, ou les gens, ou des ONG, ou je ne sais pas qui, doit faire quelque chose pour que cette souffrance cesse. On est dans la folie, en fait. Et parce qu'il n'y a plus d'agents, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de progrès moral, il n'y a plus de. Surtout, ça arrive un petit peu. Je reprends un petit peu ce qu'avait dit Dalrymple là-dessus, à faire cette espèce d'inversion complètement démente où les gens font des compétition, à qui sera le plus victime, à qui aura le plus de problèmes dans sa vie personnelle, pour aller ensuite trouver quelqu'un qui va être là de la part de l'État, alors assistant social, je ne sais pas exactement, et qui va prendre en bonne note de tous les problèmes pour dire « Ah, vous êtes alcoolique, vous avez eu des problèmes de santé, ah, vous avez eu ci, vous avez eu ça, ah, probablement que là, il va falloir vous donner une aide pour tel ou tel cas de figure, ah, vous ne pouvez pas travailler par vous-même, en fait, maintenant, il faut que vous dépendiez des aides de l'État, c'est le seul moyen que vous avez de vivre, en fait. » Ce qui est un petit peu le contraire presque de tout ce qui a toujours été... Enfin, c'est typiquement l'inverse presque de tout ce qui a été professé par peut-être une sorte de masculinité un petit peu épanouie comme on a pu la voir peut-être pendant les périodes de guerre, pendant les périodes où les temps étaient durs, où on considérait que malgré justement des conditions difficiles, il y avait un mérite à avoir en fait gardé la barre du navire et avoir continué à faire tourner une ferme ou avoir défendu un lopin de terre ou que sais-je, juste parce que en fait c'était particulièrement difficile de l'avoir fait. Voilà. Et ça renverse complètement une logique qu'on a habituellement en fait. Oui, tu fais référence pour nos auditeurs à un certain essai qui a été publié, je ne sais plus si c'est dans Zone et Châtiment, je pense, qu'on a traduit l'an dernier, et publié chez Carmin, effectivement, où Dalrymple, donc, qui était médecin, en fait, a souvent été sollicité par des patients pour des dossiers de demande d'alloc, et ces patients lui disaient mais mettez surtout que j'ai des tas de problèmes, que je suis violent, que je suis alcoolique, bref, il fallait qu'il charge le dossier non pas avec des mérites mais au contraire avec, on pourrait dire, avec des vices, parce que si jamais il disait non, c'est quelqu'un de très intègre, de très responsable, etc., en fait le dossier allait être allait se retrouver tout en bas de la pile. Donc moins on était méritant, parce que jadis il existait une distinction morale entre les pauvres méritants et les pauvres déméritants. Si on était méritant, on se retrouvait justement tout en bas de la pile par rapport à une bureaucratie qui ne regardait que la situation objective de souffrance, sans s'inquiéter de la responsabilité individuelle. Et dans cette situation. Et ça, c'est encore une fois, une des merveilleuses conséquences de l'état servile. Elle est là. Donc revenons sur cette histoire d'empathie. L'empathie, l'empathie tout court, l'empathie sans réflexion sur la liberté, l'empathie qui ne prend pas en compte une autre dimension de l'action qui est celle justement du libre arbitre et des choix conscients, etc. L'empathie tout court, oui, est un poison, en effet. L'empathie tout court, l'empathie n'est pas la charité, c'est très important. L'empathie n'est pas de la générosité. Et d'ailleurs, Scheller va aller plus loin en disant, en fait, l'empathie est vraiment égoïste parce qu'en fait, vous regardez ce qui se passe, l'empathie, c'est vous voyez, je reviens sur mon exemple d'enfants souffrant de la malnutrition que vous voyez sur une photo. La photo vous déclenche un désagrément à vous, personnellement, parce que cette image vous dérange.
eh bien, vous supprimez votre désagrément, pas la souffrance, vous supprimez votre désagrément en faisant un don à l'ONG qui s'occupera peut-être de cet enfant. Mais en fait, c'est un acte purement égotique, parce que c'est votre propre souffrance que vous éliminez en faisant cet acte plus ou moins magique qui est ce don, ou alors qui peut être sous la forme de redistribution dans la société, en fait. Mais c'est purement égoïste, parce que là encore une fois, il faut avoir une idée de ce que c'est que la vraie morale. En fait, et là Scheller en parle de façon très éloquente, en prenant l'exemple d'un médecin, d'accord, d'un chirurgien. Un chirurgien qui va opérer quelqu'un, il n'a pas besoin de ressentir, pour être un bon chirurgien, il ne va pas se laisser envahir par la tristesse, la souffrance, ce que ressent son patient. Il peut parfaitement aller en sifflotant à son opération, la faire très bien, en étant de bonne humeur, et aider et être quelqu'un d'objectivement bon et moral, à faire le bien en sifflotant et en étant parfaitement heureux lui-même, sans se laisser justement envahir par la détresse qu'il soulage, justement. On peut soulager la détresse de quelqu'un en étant de bonne humeur, en fait. Ça aide personne d'être aussi triste que l'autre, en fait. Vous pouvez parfaitement être de bonne humeur et aller torcher le cul de quelqu'un qui en a besoin, en fait, d'accord ? Et le faire de bonne humeur et sans avoir à vous laisser envahir par sa souffrance. Et d'ailleurs, quelqu'un aussi, une victime morale, n'a pas envie que les gens qui l'aident soient envahis par sa souffrance. Si vous avez souffert, je pense qu'on a tous souffert un jour, si on a été quelqu'un de correct, les gens, hein, c'est pas qu'ils ont honte de leur souffrance. La plupart des gens, je pense, ont une pudeur quand ils souffrent, parce que, oui, ils ont pas envie que leur souffrance cause de la souffrance. Donc c'est plutôt moral de ne pas avoir envie que d'étaler tout et que ça devienne une contagion et d'attrister ses proches, d'accord ? Ça peut prendre des cas extrêmes. Parfois, des gens cachent des douleurs, des maladies et ne se laissent pas soigner, voilà, parce que tout simplement, ils ne veulent pas chagriner leur mère, leur père, enfin, bon, mais ça c'est extrême. Mais c'est une forme de je ne vais pas faire de la peine à autrui en disant que j'ai de la peine. Voilà. Ben après, tu retrouves un petit peu cette problématique aussi. Moi, j'en avais parlé un tout petit peu en épistémologie du féminisme en particulier. Tu retrouves un petit peu cette logique de tu ne peux pas parler du féminisme parce que tu ne souffres pas comme pourrait le faire une femme qui a connu des violences conjugales. Donc, par exemple, selon certaines féministes, tu ne serais pas capable en tant qu'homme de comprendre les souffrances d'une femme parce que tu ne les as pas vécues toi-même, en fait. Ça fait partie des arguments qui reviennent un peu souvent, c'est pour ça que je le cite, et qui me paraît être à la fois proche de ce qu'on est en train de dire et assez faux, en fait. Je veux dire, on peut très bien militer ou défendre des tas de gens qui ont des problèmes dont nous ne souffrons pas. Je veux dire, on peut se mobiliser, par exemple, pour parler de la trisomie 21 sans être trisomique. Je veux dire, pourquoi faudrait-il... oui, mais tu vois, j'essaie de souligner un petit peu l'absurdité du raisonnement. Le message est quand même vraiment... Et j'ai remarqué que souvent, en fait, c'était juste un moyen facile de faire taire les gens qui n'étaient pas d'accord avec toi. Mais bon, oui, je signale en tout cas aux gens que c'est un peu cette même mentalité, elle revient un peu partout, en fait. Oui, mais ça, c'est très intéressant parce que c'est la corruption d'une idée que utilise beaucoup Scruton dans le livre que je suis en train de traduire, donc dans le désir sexuel, c'est-à-dire ce que certains philosophes anglo-saxons appellent l'accès privilégié à son propre état intérieur. L'accès privilégié, c'est le fait que quand tu dis justement « j'ai mal », normalement, si tu n'es pas totalement perturbé du cerveau, on te croit, c'est un accès privilégié à ton état physiologique. Et donc, c'est une des bases de l'élocution à la première personne. Enfin, je vous verrai ça quand vous aurez le désir sexuel entre les mains. C'est très important dans le développement philosophique de Scruton. Mais cet accès privilégié au fait que moi, je souffre, ça ne veut pas dire que je peux...
c'est pas parce que tu n'as pas... Personne n'aura accès à ma propre souffrance, puisque bien sûr, c'est quelque chose dont je pâtis littéralement à titre personnel, et il y a uniquement moi qui peux en pâtir. Par analogie, toi, tu peux voir que je souffre, mais bien sûr que tu ne vas pas ressentir ma souffrance. Tu n'as pas besoin... Si tu savais vraiment ma souffrance, tu serais moi, d'accord? Mais tu peux pas être moi. Mais néanmoins, encore heureux que tu peux quand même faire des choses pour soulager ma souffrance sans être moi. Et d'ailleurs, quand on souffre, généralement, on peut... Enfin... Si on pouvait se défaire de sa souffrance, on le ferait tout de suite, donc on arrêterait de souffrir. Généralement, on a toujours besoin de dire à quelqu'un « Tiens, je souffre, aide-moi », parce qu'on n'y arrive pas très bien tout seul. Mais oui, ça c'est... Les gens... Si on ne pouvait agir que sur les choses dont on avait une connaissance directe, il n'y aurait plus de science tout court, en fait, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de science du particulier. Il n'y a pas de science du particulier, donc si toutes les choses étaient particulières, on retombe sur le débat entre Wells et Chesterton dans Orthodoxie. Si toutes les choses étaient particulières, il n'y aurait plus de choses, en fait. C'est tout. Bref, mais ça, c'est des paralogismes très courants, mais bon, qui ne servent que... Il y a des gens qui sanctuarisent leur souffrance là pour revenir sur, je ne sais pas quel, des féministes ou des personnes qui souhaitent avoir un statut de victime éternelle, donc qui ne souhaitent pas que leur souffrance cesse, parce que la souffrance peut donner un certain statut social, politique, etc. Donc, tu vois, Rima Hassan veut qu'elle-même elle soit réfugiée palestinienne, alors qu'elle n'est pas née au Palais. Il y a des gens qui veulent, par exemple, qu'il y ait une transmission du statut de réfugié palestinien de père en fils et en petit-fils, alors quand même qu'en théorie, c'est censé être relié à une circonstance historique bien particulière, mais qui eux-mêmes n'ont pas vécu. Donc il y a je pense qu'on peut comprendre cette histoire de dangerosité de l'empathie. J'espère avoir donné suffisamment d'éléments. Je renvoie vers ce texte assez difficile à trouver, d'ailleurs, Nature et forme de la sympathie de Scheller. Il y a une partie des analyses se retrouve dans L'homme du ressentiment que nous avons sorti donc déjà il y a 4 ans. Mais c'est assez simple à comprendre, tout simplement. C'est tout simplement, les émotions que l'on ressent sont quand ce n'est pas véritablement un cas d'abus manifeste, d'accord, ou d'accident de la route, d'accord, vous avez été écrasé par une voiture, il y a un truc très simple, mais quand les émotions, pas simplement les sentiments que l'on éprouve ne sont pas simplement le résultat d'une sensation extérieure, que vous avez marché sur un oursin et tout à coup ça pique, c'est pas simplement ça. Si les émotions sont le résultat de choix et des tas de choses, l'empathie n'a pas de valeur morale toute seule. Elle peut être un accès ça sert à comprendre ce qu'il je peux avoir de l'empathie, je vois que la personne souffre. Ça, c'est le premier moment. Deuxième moment, pourquoi elle souffre? Elle a marché sur un oursin, quelqu'un lui a donné un coup de poing dans la gueule, ou alors tout simplement elle-même, elle s'est mise dans une situation où il ne fallait pas qu'elle se mette, elle a fait des choix, elle est sortie avec quelqu'un de toxique, et j'en sais rien. Est-ce que les causes de ce sentiment de détresse, elles sont où? Qui est responsable? Et ça, c'est pas clair que le responsable, c'est quand même parfois la personne elle-même. Pas toujours. Bien sûr, il y a souvent des cas d'abus. Mais l'empathie ne fonde pas une morale, une véritable morale. Et j'insiste là-dessus, c'est que, pardon de ramener encore ma culture, mais on est là pour ça. Hannah Arendt, dans un essai qui s'appelle On Revolution, donc l'essai sur la révolution, a très bien expliqué que l'empathie, la morale du sentiment, le sentimentalisme, qu'elle appellera le sentimentalisme rousseauiste, c'était une des causes du terrorisme de la Révolution française et de son échec en quelque sorte. Je renvoie ceux qui veulent se faire une culture politique intéressante vers cet essai où elle distingue la Révolution américaine, puisqu'on parle des Américains aujourd'hui, et de la Révolution française, et la grande distinction
une des grandes distinctions qu'elle fait, en tout cas, c'est que la Révolution américaine, elle va fonder des institutions durables, démocratiques, et c'était une vraie révolte contre un abus royal, etc. Et la Révolution française, au contraire, elle a introduit le sentimentalisme politique qui a été lourd de grands problèmes et de grands massacres, en fait. Ça, c'est une des thématiques. Et je voulais citer quelqu'un, parce j'ai pas eu le temps la dernière fois, mais dans ce sens-là, justement, c'est Robespierre qui est le rousseauiste en chef qui a fait introduire ça. Et j'aimerais rappeler une petite citation de Robespierre qui montre qu'il était en quelque sorte un des ancêtres des communistes et des terroristes soviétiques et maoïstes et autres, enfin bref, tous ceux qui ont voulu aplanir et qui veulent toujours aplanir la société. C'était dans le discours sur les principes de morale politique de 1794, où il déclarait « La démocratie n'est que l'égalité. Elle n'existe réellement que lorsque tous les citoyens sont également considérés et traités par la loi. Mais pour maintenir l'égalité, il faut que la vertu prédomine dans le peuple. Or, pour établir la vertu, il faut parfois user de la force, car la liberté ne peut s'accomplir dans un peuple corrompu et passif. La terreur, loin d'être un arbitraire, est donc la justice des peuples lorsqu'ils se défendent contre leurs ennemis et contre la corruption qui menace la République. » Donc ça, c'est une citation que vous pouvez retrouver par vous-même, mais ça, c'est en 3 phrases, le résumé de la folie terroriste égalitaire qui se prend pour la démocratie. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va revenir d'ailleurs d'une façon globale sous tous les régimes d'inspiration égalitariste. Pourquoi l'égalitarisme mène au crime? Pour revenir sur la thématique de la dernière fois, parce que l'égalité n'est pas naturelle. Et donc, comme elle n'est pas naturelle, c'est l'inégalité qui est naturelle. Et donc, la liberté est naturelle. La liberté fonde l'inégalité. Et ensuite, c'est l'État. L'État, donc, c'est-à-dire la force, la contrainte, les déportations, la police, l'armée. C'est la force qui doit maintenir ou tenter de créer cette égalité, puisque l'égalité est artificielle. Et donc, on ne peut pas avoir à la fois l'égalité en fait, et la liberté. Si vous avez l'égalité, vous allez avoir... si vous avez l'égalité, vous allez avoir le despotisme. Et si vous avez la liberté, vous ne pouvez pas avoir l'égalité en même temps. Vous pouvez avoir l'égalité devant la loi, c'est une chose, mais pas une égalité de résultat. D'accord, c'est très important. Oui, j'allais faire cette précision parce que je me suis dit que les gens qui nous écoutaient allaient peut-être sauter de leur chaise. En fait, tu n'es pas en train de parler d'égalité dans le droit. Tu es en train de parler de l'égalité de, combien vous avez sur votre compte bancaire, comment vous êtes traité dans la société, etc. Tout le monde peut pas être spontanément avec les mêmes résultats à la fin, que ce soit financier, que ce soit statut social, que ce soit même quelque chose d'aussi bête que, par exemple, la beauté physique, en fait. Pourquoi certains ont plus de succès auprès des femmes que d'autres? Il y a une part aussi de différence naturelle, en fait. Je veux dire, il y a des types qui naissent qui font 1m55, il y a des types qui naissent qui font 1m95, et ça peut avoir des conséquences sur les préférences de la gente féminine, par exemple. Bon. Oui. C'est ça. Non, mais l'égalité devant la loi tend à glisser très vite en tout cas, à être utilisée vers l'égalité de résultats. Et c'est bien ça pour nuancer et en même temps aller dans le sens de ce qu'on a dit la dernière fois. Certes, les Jan Brossa n'ont pas les pouvoirs d'un Lénine d'il y a 100 ans en Union soviétique, d'accord ? Bon, ils sont marginaux, mais en fait, cet esprit égalisateur, d'accord, il est partagé par les socialistes aussi. C'est-à-dire, et ça se manifeste, alors pas dans la déportation, ça se manifeste dans les taxes, dans tout cet aspect, en fait, finalement, égalisateur par la loi, en fait. C'est-à-dire que tous ces gens de gauche vont mettre la main, ont essayé de mettre la main et ont mis la main sur l'appareil étatique, parce que l'appareil étatique, c'est la force. Et avec cette force-là, par les jeux des taxes, etc.,
c'est la même égalité qu'ils essayent de viser, en fait. Et c'est la même destruction de la liberté qui s'opère, en fait. Parce que, finalement, on ne va pas laisser le champ libre au talent, à la productivité, au mérite. Et on essaiera d'organiser l'égalité de résultats par la force de l'État. Bon, mon cher Radu, je te propose qu'on en conclue notre podcast ici. Je ne sais pas quel sera le titre du prochain. Peut-être que nos commentateurs peuvent nous proposer des suggestions. Ça peut être un petit jeu qu'on peut faire de podcast en podcast. À chaque fois, vous nous proposez le titre du prochain. Et si jamais vous nous proposez rien, on fera quelque chose qui nous chante, qui nous plaît. En tout cas, je trouve ça un très bon moment de discussion. Je pense qu'on peut rappeler rapidement pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici les différents livres que nous avons mentionnés. Donc on a parlé bien sûr du livre de Max Scheler, L'homme du ressentiment, que vous pouvez trouver sur notre site. On a parlé aussi des chroniques de Théodore Dalrymple, notamment celles qui sont dans le livre qu'on a traduit par Zone et Châtiment, intitulé Life at the Bottom en langue originale. Et on a aussi un petit peu évoqué à plusieurs reprises le livre d'Hilaire Belloc sur l'état servile, donc que vous pouvez aussi trouver encore une fois sur notre site. Vous ne posséderez rien, l'état servile de Hilaire Belloc, qui est un livre assez prophétique sur les potentielles dérives, eh bien justement de cette infantilisation des masses de citoyens pour les transformer en quelque part une sorte de grande cohue d'exécutants un petit peu serviles qui peut être utilisée par à la fois les industriels et les gouvernements. Voilà. Je ne sais pas si tu avais d'autres ajouts ou d'autres annonces à faire à la fin. Les annonces, non. Encore une fois, soyez attentifs à ce qu'on va vous dire, parce qu'on va lancer la campagne, à mon avis, donc, autour du livre de Sowell vers début novembre. Je pense qu'on essaiera de faire une campagne autour de ce livre, qui d'ailleurs mentionne très élogieusement les livres de Dalrymple. Vous allez voir ça. Sowell aime beaucoup Dalrymple. C'était un livre qui a eu un grand impact aux États-Unis. Je pense qu'il doit être dans les 100 000 exemplaires de vendus. C'était vraiment un très bon livre de Sowell qui traite des questions dites de racisme. Donc c'est vraiment des questions très ardues où il recadre ça dans une perspective des coûts sociaux, des choix rationnels des individus qui n'ont rien à voir avec des préjugés ou des stéréotypes, mais beaucoup plus avec un calcul tout simplement prudentiel de qu'est-ce que ça va coûter de faire telle chose. Voilà. Donc ça, et c'est prévu pour la fin de l'année, on verra en fonction de nos forces. Je suis très heureux d'avoir obtenu les droits de ce livre, parce qu'en tout cas on essaye de faire encore plus de livres de Sowell à l'avenir, et voilà, c'est une réussite dont je suis déjà très content. Et puis, je pense qu'on aura encore pas mal de choses à explorer quand même sur l'égalitarisme la prochaine fois. Moi, je veux dire, il y a une chose, moi je l'annonce un peu, je pense qu'on peut parler de l'utopisme. On n'a pas assez insisté sur l'aspect utopique, à mon avis, des visées égalitaristes. Et le lien entre l'utopisme et une certaine religiosité, en fait. L'utopisme comme une religiosité de substitution, comme un ersatz de vision religieuse du monde. C'est-à-dire la volonté d'instaurer le paradis sur Terre, qui est quand même une corruption d'une volonté de paradis, en fait. Donc voilà. Ouais. Je te propose très ça comme intéressant. Ça. Ouais. Ouais, je pourrais ressortir ce que Schumpeter avait dit sur l'une des 4 facettes de Marx. Bon, ok, je garde mes idées pour la prochaine fois. Très bien, merci mon cher Très Moss. bien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup Radu, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, et à dans 2 semaines.